Cette vidéo pour vous présenter un programme d'accompagnement psychologique des dirigeants que j'ai mis au point euh, à partir de mon expérience de psychologue spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, qui sont des méthodes scientifiquement validées et efficaces, qui ont fait la preuve de leur efficacité pour le traitement, entre autres, du stress et de l'anxiété, et de mon expérience d'accompagnement des athlètes de haut niveau, de préparation mentale. Et il y a pas mal de points communs qu'on va pouvoir faire entre des athlètes de haut niveau et le dirigeant d'entreprise, ne serait-ce que de par les challenges en fait et la nature des challenges qu'ils doivent affronter. Donc, alors en préambule, euh, plusieurs mots comme ça qu'on entend beaucoup dans le champ du développement personnel lié à l'entreprise, donc les soft skills, mindful leadership, intelligence émotionnelle ou relationnelle, etc., etc., et qui sont autant finalement de signes qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance d'intégrer le facteur humain au cœur des plans de développement. Donc ça, c'est une bonne chose, mais la question qui se pose, à mon avis, c'est à quoi sert-il de se former à des techniques de management et de leadership si on n'en maîtrise pas la composante sous-jacente, la composante psychologique? Donc on part du principe que le dirigeant n'est pas un ordinateur dans lequel il suffirait d'insérer le bon programme pour donner lieu à des réponses adaptées. Ça peut même être contre-productif, voire nocif. J'ai envie de dire qu'on peut essayer de former les dirigeants à des techniques de cohésion d'équipe, par exemple, ou de management bienveillant. Si je suis dirigeant et que j'ai un schéma d'hypervigilance qui m'empêche de lâcher le contrôle, en fait, et de laisser de la latitude décisionnelle à mon équipe, ou que j'ai des schémas d'exigence élevés qui font qu'à chaque fois qu'un collaborateur ne comprend pas vite ce que je suis en train de lui expliquer, je vais avoir des forts sentiments de frustration et d'agacement, eh bien ça va rendre difficile, voire impossible, la mise en place des bonnes stratégies de coaching qui sont traditionnellement, quand bien même elles soient excellentes, enseignées. Et donc ça peut être contre-productif même dans la mesure où parfois on a l'impression que les managers, bien, c'est comme s'ils étaient en train de lire dans un livre de communication pour parler à leurs collaborateurs, pour manager les collaborateurs, et ils risquent évidemment de perdre en authenticité, en spontanéité, et évidemment ça peut avoir pour effet d'éroder la relation et d'entraîner une perte de confiance, ce qui est évidemment pas du tout ce que l'on recherche. Donc, même si ce programme-là, il n'est pas mis en place spécifiquement pour faire face en temps de crise, évidemment, il prend tout son sens dans cette période actuelle. Donc voilà un petit florilège de termes qu'on entend et qu'on lit sur la toile dans cette période-là: incertitude, complexité, instabilité, ambiguïté. Donc évidemment, autant de termes qui indiquent qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées de repenser, de questionner leur modèle de développement, et le dirigeant peut être tiraillé entre deux directions opposées. D'une part, limiter les dégâts, j'ai envie de dire, et puis d'autre part, on se rend bien compte qu'on ne va pas s'en sortir si on n'arrive pas à identifier des nouveaux scénarios, des nouveaux leviers de croissance, etc., etc. Et le dirigeant peut être pris comme ça dans un numéro d'équilibriste pour essayer de garder le meilleur des deux mondes. Et toute la question qui se pose justement, c'est à quel moment je dois assurer les arrières, à quel moment je dois sortir de ma zone de confort, justement, et prendre des risques contrôlés. Et c'est là où la question de la gestion du stress devient primordiale. Donc en fait, on voit que sortir de sa zone de confort va être crucial aujourd'hui pour les entreprises, et que pour les dirigeants, eh bien, ça implique déjà d'apprivoiser son stress et de s'en faire un allié plutôt qu'un détracteur de sa performance. Alors là, je vous présente un petit peu ce qu'on appelle la courbe en U inversée, qui est très très connue dans le sport et qui est très parlante, et en entreprise aussi. Donc vous avez en ordonnée la performance, en abscisse le niveau de stress, et on voit que quand le niveau de stress est trop bas, la performance ne va pas suivre, il ne va pas y avoir un déploiement d'énergie nécessaire. Plus on monte sur la courbe du stress, et en fait, à un moment, on va atteindre ce qu'on appelle la zone optimale de fonctionnement, le juste niveau de stress idéal pour mieux performer, où les capacités cognitives vont être facilitées, vigilance, concentration, rappel en mémoire d'indices pertinents pour la prise de décision, etc. Et les capacités de traitement de l'information vont être facilitées. Et plus on avance, plus on augmente le niveau de stress, plus on va arriver dans la dernière partie de courbe, où on va perdre cette fois-ci en capacité de discernement, où les capacités cognitives vont être brouillées, il va y avoir des bugs, le comportement aussi, et on va tomber dans le surmenage ou le burn-out.
Donc voilà indiquer la nécessité non pas d'éliminer toute forme de stress, mais au contraire de cultiver toujours un certain niveau de stress, le juste niveau, et donc d'apprendre à gérer son stress, de savoir rebondir en cas d'échec et puis utiliser l'échec plus comme un moteur de progression qu'un obstacle, et puis optimiser ses ressources pour faire face à l'adversité. Et l'adversité, c'est d'abord évidemment pour un dirigeant ses propres sentiments de doute et d'intolérance à l'incertitude. Donc ce programme que je vous décris, il se base sur une matrice qui est une analyse fonctionnelle du stress de performance et donc une sorte de modélisation, d'équation du stress. Et l'idée, ça va être de permettre à chaque dirigeant d'identifier ses propres cercles vicieux du stress et de leur substituer des cercles vertueux. Donc d'abord, il faut analyser son stress et décomposer son stress en sous-variables. Et pourquoi on appelle ça analyse fonctionnelle? C'est que pour chaque sous-variable, il va y avoir des solutions qui vont être adaptées. Donc, quand il y a stress, il y a une, potentiellement, ou plusieurs situations problèmes. Donc, je vous en cite quelques-unes. Pour un dirigeant, le pilotage d'un CODIR, par exemple, une négociation en jeu, des entretiens individuels de fin d'année, etc., etc. Et face à toute situation qui potentiellement peut générer du stress, eh bien, tout individu va avoir un jeu d'évaluation psychologique très rapide. Il va évaluer d'une part la difficulté de l'enjeu et sa capacité à faire face, et ça va donner lieu à des cognitions, des pensées. Donc ces pensées, allez, de façon binaire, ça va être « je suis capable d'y arriver » ou « je ne suis pas capable d'y arriver ». Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je simplifie pour juste que le message soit plus clair. En fonction de quoi un dirigeant va évaluer positivement ou négativement sa capacité à faire face à la situation problème. Alors, en dépit du fait qu'ils soient réellement capables ou pas, certains vont sur- ou sous-évaluer leur capacité à faire face. Et ça dépend de schémas inconscients, de croyances fondamentales inconscientes, par exemple de schémas d'échec ou de schémas de manque de confiance qui vont l'amener à sous- ou surévaluer sa capacité. Donc voilà ce qui influe sur ce processus. Bon, une fois qu'il a fait son évaluation et qu'il se juge capable ou pas capable de faire face, eh bien évidemment, ça va donner lieu à des émotions plus ou moins négatives ou positives. Et là encore, il y a une autre variable qui intervient en jeu et qui va moduler en fait l'expression des émotions. Ce sont des souvenirs d'échecs ou de réussites passées qui sont consignés dans la banque de données et notre cerveau. Donc, en fonction de la dernière fois où j'ai finalement piloté un CODIR et où ça s'est bien ou mal passé et du souvenir d'échec ou de réussite que j'en ai, eh bien ça reste gravé en mémoire et ça va aller dans le sens de majorer les réactions négatives ou positives de stress. Voilà. Donc, en fonction que j'ai un stress positif ou négatif, évidemment, le comportement qui va suivre ou les comportements ne vont pas être les mêmes et vont être plus ou moins efficaces. Et si c'est du stress négatif, il risque d'être vraiment inefficace et mal adapté et donner lieu à des conséquences potentiellement délétères qui vont renforcer en fait l'impact de la situation problème et renforcer mon incapacité à faire face. Et la boucle est bouclée. Alors, pour un petit peu expliquer la différence entre le programme que je propose et les techniques de coaching habituelles, les techniques de coaching habituelles, en fait, elles vont s'appliquer au maillon comportement. Donc, elles vont essayer d'aider les dirigeants à mettre en place les bons comportements à travers des méthodes de management diverses et variées. Et donc, vous voyez que ça correspond à un petit maillon de toute cette chaîne et que si on n'aborde pas les maillons précédents, eh bien, on risque donc de faire capoter un petit peu toute cette entreprise. Donc, l'idée, voilà, c'est de donner aux dirigeants une matrice pour analyser leur propre cercle vicieux du stress. À partir de là, ils vont pouvoir dépliquer, répliquer cette méthodologie sur toutes les situations de stress qu'ils rencontrent qui sont déjà existantes. Et une fois qu'ils auront écoulé un petit peu ou réduit toutes les situations de stress déjà existantes, on va se poser la question, donc à travers des sessions de groupe suivies d'entretiens individuels pour aller un petit peu plus profond dans la réflexion et l'identification des scénarios. Une fois qu'on a identifié ces situations de source de stress, ces cercles vicieux et qu'on les a remplacés par des cercles vertueux, éliminer les situations stresseurs actuelles, on va aller se poser des objectifs ambitieux, on va aller se créer des stress supplémentaires, sortir de sa zone de confort pour amener son entreprise et puis soi-même à mieux performer. Donc voilà un petit peu en quelques mots en quoi consiste le programme. Donc vous l'aurez compris, il y a trois parties. Une partie comprendre mes cercles vicieux du stress, comprendre une méthodologie pour faire face. 2, agir, mettre en place des stratégies et transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. Et puis 3, se fixer ensuite des objectifs de progression, de résultats en termes de chiffres et puis de performance, de maîtrise, à sa mesure, à la mesure de son objectif, pour sortir de sa zone de confort et toujours progresser.
Voilà, allez, en conclusion, une formule qui peut être délavée à force d'être passée à la machine et qu'on entend toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui risque de devenir une formule creuse, c'est la meilleure façon de prédire le futur et de le créer. Évidemment, tout le monde connaît cette formule. J'ai envie de dire que ce programme, typiquement, est mis en place de sorte à ce que cette formule prenne corps, devienne réalité et ne reste pas simplement une sorte d'incantation naïve. Voilà, à très bientôt.